Bienvenue dans le réseau. Bonjour Oumou. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Oumou, une entrepreneuse, une gestionnaire de projet. Je ne sais même pas comment la définir parce qu'elle a tellement de compétences. Oui, moi non plus. Mais aujourd'hui, on va quand même essayer de brosser le tout de telle sorte à sortir des éléments de valeur qui vont apporter un plus dans le quotidien de nos auditeurs. Parce que c'est ça aussi le but du réseau. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Fait que pour commencer, je vais te laisser te représenter proprement à ta valeur. Oui. Donc, moi, je m'appelle Oumou. J'habite à Québec. Je pense que c'est important de le préciser. Je me considère vraiment comme une personne multitâche. Donc, j'aime beaucoup. Je commence toujours par mes passions. Je suis une passionnée de littérature. Donc, je lis beaucoup de livres. Je partage beaucoup de livres sur mes réseaux sociaux. Je suis aussi chroniqueuse littéraire. Je suis aussi gestionnaire de projet. Je travaille en tant que travailleuse autonome avec différents organismes qui sont à Québec. Et puis j'ai aussi un balado. Donc j'aime faire des entrevues aussi avec des femmes surtout. Donc j'organise aussi des activités pour les femmes, par les femmes à Québec. Et voilà. Et puis je travaille aussi en immigration. Waouh! On dirait que tu as mille et une vies. J'ai mille et une vies, je vis toujours à 100 à l'heure, je le dis tout le temps sur les réseaux sociaux, je suis toujours en train de courir, mais j'aime ça. Intéressant, intéressant. Comment tu fais par rapport à tout ça? La clé, c'est l'organisation. Et il y a aussi une loi, à chaque fois, j'oublie c'est quoi la loi là, mais moins on a de temps pour faire une tâche, plus la tâche, on va la faire efficacement parce qu'on sait qu'on a moins de temps pour faire la tâche. Donc c'est comme ça que j'organise mon planning et que j'organise mes activités. Comme je sais que j'ai peu de temps pour faire certaines tâches, eh ben je suis obligée de les faire dans un temps réduit. Si par exemple, moi, demain, je te donne une tâche et je te donne pas de date limite pour faire une tâche, eh ben tu vas prendre tout le temps que tu disposes pour faire la tâche. Alors que si je te dis, bah non, Roland, j'ai besoin d'un document demain à 16 heures, eh ben, tu sais que demain, ta priorité, ça va être de faire ta tâche avant 16 heures. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ah, c'est très bien comme manière de fonctionner. Du coup, Ouais. c'est direct, objectif, avec des mini deadlines. C'est ça. Ok, Donc, ok. je vais pas dire que je suis toujours dans l'urgence, mais je fonctionne toujours par priorité. La veille, avant de dormir, je fais toujours la liste des tâches que j'ai à faire le lendemain et je fonctionne par priorité. Qu'est-ce qui est le plus important? Parce que des fois, on se met des choses sur notre to-do list qui n'est pas important. Et moi, vraiment, c'est vraiment la priorité. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui m'apporte aussi? Donc, c'est toujours par priorité. Par exemple, des fois, on m'envoie des courriels. Ben, si le courriel, c'est pas important, je vais prendre plus de temps à répondre que si, par exemple, demain, on m'envoie un courriel hyper important où je sais que je vais avoir une plus-value. Donc, c'est toujours Ok, comme ça que ok, je ok, fonctionne. ok. Donc là, tu as dit tantôt que tu prenais des cours dans le domaine de la gestion de projet. Ouais. Mais avant ça, c'est quoi ton En background? fait, c'est pour ça que j'aime dire, des fois, j'ai eu plusieurs vies. Moi, j'ai étudié en éducation. Donc, ma formation de base, c'est en éducation. Donc, je me destinais à être prof et enseignante. J'ai jamais été enseignante. J'ai beaucoup donné de cours, par exemple, mais j'ai jamais été enseignante parce que, au fil du cursus, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui n'était pas fait pour moi. Et après, j'ai quand même beaucoup travaillé avec les enfants. Et après, je me suis plus dirigée en ressources humaines, donc quelque chose que j'apprécie énormément, avec lequel j'ai beaucoup appris. Et puis voilà. Et puis maintenant, je suis plus dans recrutement international slash immigration. C'est super, c'est super. Puis comment tu en parles? On voit des étoiles dans tes yeux. Oui, moi je dis toujours le travail c'est bien, mais moi ce qui m'allume aussi c'est ce que tu fais à côté du travail parce que oui, comme disent les Québécois, veut pas ton 9 à 5 là, c'est euh, c'est bien, mais c'est pas ça qui, en fait, j'ai compris que c'est pas à travers le travail que je vais avoir toutes les opportunités, un maximum d'opportunités en fait parce qu'on est très limité au travail, parce on régit, on est dans un cadre, donc on doit respecter des règles, etc., etc. Alors que quand on fait des choses à côté, par nous-mêmes, pour nous-mêmes, eh ben c'est là en fait où on a plus de liberté.
Donc moi, c'est ça qui m'allume. Oui, j'ai choisi une carrière que j'apprécie et puis je considère que je suis quand même chanceuse d'apprécier ce que je fais au travail parce que c'est pas tout le monde qui apprécie son travail. Donc oui, j'apprécie ce que je fais au travail, j'apprécie ma carrière au travail, etc. Mais ce qui m'allume le plus, ce qui me tient, ce qui me réveille le matin, c'est ce que je vais faire après le travail. Donc par exemple, aujourd'hui, oui, j'ai été au bureau, j'ai été au travail, mais après le travail, je savais que j'allais avoir une entrevue ici, donc j'étais encore plus motivée. J'étais pressée que la journée se termine là pour venir ici et pour être avec vous. Ah ben sûr, on est content de l'apprendre. Puis honnêtement, moi aussi, quand je préparais l'interview, j'étais vraiment enthousiaste par rapport au fait d'avoir cet échange avec toi. Parce que, on a déjà eu à se rencontrer à quelques occasions, mais Oui, on n'a pas eu le temps de parler exact. comme il faut. On l'a eu juste brièvement, puis j'ai trouvé que tu avais une belle personnalité, une personnalité vraiment vivante. Merci, mais j'ai pas toujours été comme ça. Quand Ah j'étais ouais? plus jeune, j'étais très réservée. C'est vrai que j'ai toujours été très sociable, mais un peu plus réservée parce que ben moi je suis issue d'une famille nombreuse et je pense que le rang aussi qu'on a dans la famille c'est aussi important. Donc Ok. moi je suis la quatrième, la deuxième fille et j'ai une grande sœur qui a 1 an de plus que moi. Donc ça veut dire que oui on a presque le même âge, mais c'est quand même ma grande sœur, ce qui fait que quand on allait par exemple dans ma famille ou autre part et ben moi je me cachais toujours derrière elle et je la laissais parler. Et même encore aujourd'hui, j'ai toujours cet automatisme quand je suis avec elle quelque part, je la laisse toujours parler. Mais ben à un moment donné, nos chemins se sont séparés Ok. hein, parce que chacun fait sa vie. Ouais. Et puis c'est là où j'ai pris plus la parole et c'est plus aussi dans les milieux du travail où j'ai vu aussi des injustices, des choses comme ça où j'ai commencé à prendre la parole, même avant quand j'étais au collège parce que j'étais représentante de la classe, Ok. etc. Mais plus jeune là, j'étais pas celle que qu'on Ok. voit aujourd'hui. J'étais vraiment, oui, j'avais plein d'amis, mais Mhm. j'étais pas celle qui montait sur la table et qui disait des trucs. Moi, j'étais une fille qui était droit dans ses bottes, qui suivait les règles, qui avait des bonnes notes à l'école, mais si j'étais pas celle que je suis aujourd'hui, qui est là en train de faire plein de 10 000 choses là, Waouh. j'étais non et j'étais tout le temps dans mes livres avec mes sœurs, tout le temps dans la lecture. Ok. Ok. Là, on repose, ok? Tu Oui, n'étais pas comme ça. ouais, Mais là, aujourd'hui, tu es débordant d'énergie, ouais. motivé, enthousiaste et tout ça. Qu'est-ce qui a été le déclic de ça? Le shift, ça a été à quel moment? Puis, qu'est-ce qui a motivé cela? Je pense que le dynamisme que j'ai, je pense je l'ai vraiment eu après le lycée. Donc bon, moi j'ai fait mes études en France. Donc après le lycée, j'avais 17 ans à peu près quand je suis partie à l'université. Je pense que c'est à partir de là que j'ai pris plus que j'ai été plus moi-même, on va dire. Et puis j'ai aussi eu une expérience au Sénégal où j'ai fait un projet solidaire, entre guillemets, un projet humanitaire. Bon, Ok. aujourd'hui, on appelle ça plus des projets solidaires. C'est plus ça, en fait, qui m'a réveillée. Le fait d'aller dans son pays d'origine et puis de faire des plantations d'arbres et de rencontrer des jeunes qui ont ton âge, qui ne vivent pas la même chose que toi. C'est ça, je pense, qui m'a plus réveillée. Mais avant, j'étais c'est bizarre à dire, mais j'étais à des années-lumière de ce que je suis aujourd'hui. C'est que tes amis, en tout cas, qui t'avaient connu avant et tout ça, quand ils vont te voir aujourd'hui, ben, Bah, ouais, ils disent que, en fait, ils sont super contents de ce que je fais. mhm. Il y a 3 ans, j'étais en France et j'ai vu mes amis du lycée. Donc, bah, c'est vrai, on a tous pris de l'âge, etc. Et puis, tout le monde m'a félicité pour me dire qu'ils sont super contents de tout ce que je fais parce qu'ils me voient sur les réseaux sociaux. Et puis, moi aussi, je suis super contente de ça parce que jamais dans ma vie, j'allais imaginer d'être aussi épanouie dans les choses que je fais et surtout me trouver. Hier encore, j'en parlais avec mes sœurs. Nous, on a toujours été à la bibliothèque, par exemple. On a toujours lu, mais aujourd'hui, moi, ce que je fais avec la lecture, ben, elles sont super contentes de voir que je fais ça. Donc, c'est vraiment super. Et puis, voilà, je suis vraiment super contente aussi de faire ce que je fais. Donc, Parfait. On dirait que tu as retrouvé ce pourquoi tu étais destiné. oui, vraiment. Bah, c'est vrai qu'il y a eu des moments où il y a vraiment eu des trous noirs hein, dans ma vie parce que là, j'en parle, ouais, j'ai trouvé et tout, mais il y a vraiment eu des moments où il y a eu des trous noirs. Je me souviens quand j'ai eu mon bac, donc quand j'ai eu 17 ans, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire après mon bac. Donc déjà, j'ai eu mon bac, je suis partie au Sénégal, je suis partie 2 mois en vacances, je suis revenue, j'avais pas d'université et j'étais là en mode, qu'est-ce que je vais faire?
À l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Il y avait Internet là, mais c'était pas aussi développé que maintenant. Et on avait des livrets où il y avait tout le programme des universités par université. Et je me souviens quand je suis rentrée de vacances, j'ai ouvert ce programme-là et j'ai fait tout ce que je veux pas faire. Et puis après, il restait une chose qui était à peu près correcte. Et c'est dans ça que je me suis lancée à l'université. Mais même c'était par dépit. Il y avait pas d'enthousiasme. Quand j'étais à l'université, il n'y avait pas d'enthousiasme. C'est vraiment après l'université, quand j'ai commencé à travailler, que là, j'ai eu plus d'enthousiasme et que j'ai eu mes meilleures années où j'ai vraiment apprécié. Mais ça a été difficile. C'est difficile de trouver ce qu'on veut faire quand on a 18 ans et que Exact. c'est très Exact. compliqué. Je pense que c'est un réel problème qu'on a au niveau de la société. Du côté de l'orientation, moi, par exemple, je viens du Togo, Mhm. OK? Et c'est quelque chose que je remarque aussi dans la société au Togo. Les jeunes, c'est que après le collège, ils passent au lycée. Puis au lycée, souvent, c'est soit série scientifique ou littéraire. Par rapport, OK, est-ce que tu aimes les maths physiques ou bien est-ce que tu aimes la littérature? Donc, le choix se fait là. Et supposons, par exemple, moi, j'ai fait les séries scientifiques et quand tu finis, tu es comme laissé un peu à toi-même. Et ce que tu regardes à côté rapidement, c'est peut-être le background de, OK, à quoi est-ce que tu as été exposé à la maison? Peut-être le métier de ton père ou ta maman, Oui. ou bien un oncle dans la famille. Donc, il n'y a pas cette orientation-là qui oriente l'enfant, qui motive l'enfant à aller chercher ses passions et les choses qui l'animent. Exactement, c'est Tu ça, vois? c'est ça que je trouve qui est vraiment difficile parce que oui, moi j'ai fait des études en éducation, mais au final, c'est pas ce que je fais aujourd'hui en fait. C'est ça. Moi je considère que j'ai eu à peu près 3 carrières. J'ai beaucoup travaillé avec les enfants, puis j'ai aussi travaillé aussi en ressources humaines, et puis maintenant je suis plus encore ressources humaines, immigration, mais c'est pas ce que j'ai fait à l'école que j'utilise aujourd'hui dans mon travail. Et puis encore, il y a aussi toute cette partie de gestion de projet que j'utilise. Et tout ça, c'est pas ce que j'ai fait à l'école. Donc, c'est vraiment difficile de se trouver. Et puis, c'est ça qui m'a aidée, c'est que tout le long de mon parcours, en fait, les livres m'ont toujours accompagnée. Donc, ça aussi, c'est le fil rouge, on va dire, qui a toujours été présent dans ma vie OK. et qui est toujours présent dans ma vie depuis que je sais lire. OK, ben, je vois. Bon, discussion constructive. Oui. OK? Si on prend ce point-là, Mhm. comment est-ce qu'on peut améliorer ce point-là ou bien qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens-là pour aider les gens qui sont peut-être au lycée et qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Moi, je pense que c'est important d'avoir des personnes, des modèles autour de nous qui font plusieurs métiers et d'avoir des connexions avec avec différentes personnes. Euh, ce qui facilite aussi, entre guillemets, au Canada, ici, là, c'est que tout fonctionne par networking. Donc, c'est d'avoir la chance d'explorer les différents types de métiers. Donc, que ce soit à travers des stages, mais aussi d'avoir des moments où les jeunes puissent avoir des connexions. Mhm. Par exemple, je vais parler de l'organisme 24 heures Chronosport qui est à Québec. Et eux, en fait, ils font du mentorat. Donc, à travers les passions des jeunes, ils trouvent des personnes dans la communauté à Québec qui travaillent dans le domaine de leur passion, et ils essayent de les matcher pour voir est-ce que ça correspond vraiment à ce que le jeune veut faire. Donc ça, par exemple, c'est une chose qui est faite et qui est bien. Et je pense qu'il devrait y avoir plus d'initiatives comme ça où les jeunes pourraient avoir la possibilité de tester ou d'aller en entreprise. Moi, dans le cadre de mon travail, il y a des étudiants qui vont dans des entreprises, qui visitent dans des entreprises, et ça leur donne des idées pour savoir, oui, est-ce que c'est vraiment ça que je peux faire, et de rencontrer des gens qui sont pas forcément de leur milieu, mais qui font le métier qu'ils voudraient faire. Et ça, en fait, ça donne des possibilités de connecter et de savoir si c'est ça ou pas qu'on veut faire. Donc, c'est vraiment le réseau, le réseau Merci pour la petite pub. et surtout la connexion. Exact, exact. Puis là, tu as dit le réseau et ça m'a fait tic dans la tête. Je me dis, effectivement, c'est un peu aussi le but de ce podcast-là, à vulgariser les compétences et les Mhm. connaissances qu'on a. Parce que moi, par exemple, je suis dans le domaine des TI. OK? Si pendant un échange, je me mets à parler de mon background, comment je suis arrivé là, les défis que j'ai eus et les avantages qu'il y a dedans, peut-être qu'un jeune va se retrouver dedans et va se dire, tiens, ce truc-là, ça pourrait m'intéresser. Exact. Tu vois? Donc, ces genres de balados comme ça, c'est quoi? Moi, je consomme beaucoup, beaucoup les podcasts. Mhm. Mais c'est quelque chose que je conseillerais aussi pour plusieurs personnes, que ce soit les podcasts ou bien, on est à l'heure du numérique, hein. On- Aller
faire des recherches dans des domaines, être vraiment, vraiment axé sur la recherche. Exact. C'est Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est Internet. Internet, à chaque fois que je dis ça, on a l'impression que je suis née dans l'autre ère, Oui. mais je suis née dans les années 80, donc je préfère le dire. Et en fait, moi, quand j'étais petite, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais Internet, ça a révolutionné le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux être assis dans ton canapé et regarder des choses, regarder par exemple des émissions qui sont passées, découvrir des artistes et surtout apprendre sur un domaine où tu ne peux pas, où tu n'es pas compétent. Encore plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, Mhm. tu demandes à ChatGPT n'importe quoi, il va te répondre. Alors qu'avant, nous, quand on était petits, je le disais il y a pas très longtemps, quand on avait des recherches à faire, on devait prendre le dictionnaire, on devait aller à la bibliothèque, ouvrir une encyclopédie pour trouver la réponse. Aujourd'hui, tu as juste à dire oui, dis-moi si, et on te donne la réponse. Donc je sais qu'il y a aussi les réseaux sociaux avec TikTok, etc. On passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à regarder des vidéos, etc. Mais on peut aussi prendre ce temps-là pour trouver des informations hyper importantes et hyper intéressantes et se développer dans un domaine, alors que il y a quelques années, ça allait être beaucoup plus compliqué de le faire. Exactement. Une anecdote par rapport à ça, quand moi j'ai commencé l'informatique, c'était en quoi, 2009-2010 environ là. Puis, comment on fonctionnait? Bon, moi je l'ai commencé au Togo, hein, et c'était pas très très développé côté technologie, sciences technologie à l'époque. Et je me souviens que il n'y avait pas tant Internet, c'était là, mais c'était dans les cybercafés. Tu n'as pas le luxe de l'avoir à la maison. Du coup, quand toi tu es étudiant dans ce domaine-là, ben, qu'est-ce qu'on s'amusait à faire? On allait au cyber et on utilisait des outils pour aspirer des sites web, pour pouvoir aller les lire à la maison. Tu vois? Non, mais ça, c'est super. C'est ça aussi, quand tu as peu de choses, quand tu as peu de moyens, tu essaies de trouver le Exact. maximum, tu réfléchis rapidement pour savoir comment tu peux utiliser la chose à la pleine capacité. Mhm. Ouais. Exact. Fait que, waouh, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, donc là, on a parlé aussi on vient de parler de l'importance que les balados pouvaient avoir, puis tu disais que tu tenais aussi un balado. Est-ce que tu peux nous en parler un Oui, peu? donc en fait, avant la grosse vague de balado, j'ai commencé un balado. En fait, moi, j'ai découvert le balado en 2018. Ok. En 2018, je suis restée chez moi et puis par hasard, avec mon iPhone, j'ai découvert l'onglet violet là qui s'appelle Podcast et j'ai découvert, c'était quoi? J'ai cliqué et là, il y avait très peu de podcasts francophones sur le sujet que j'aime, les finances, l'entrepreneuriat, etc. Et je me suis dit, j'écoutais, après j'ai commencé à consommer des balados, mais surtout des balados en anglais. Et beaucoup de ce que je consommais disait que le balado, ça va être, le podcast, ça va être la nouvelle tendance. Et puis moi, je suis là, ok. Et puis j'avais envie d'entendre des personnes comme moi, qui me ressemblent, qui ont des expériences similaires, qui racontent des choses comme moi, mais il n'y en avait pas. En 2018, là, il n'y avait presque aucun podcast qui parlait de femmes Enfin, ok. immigrantes, etc. Donc, le temps que je me forme, que je comprenne comment ça fonctionne, autodidacte, que j'achète le matériel nécessaire, Mhm. que je trouve les personnes Ouais. qui veulent participer, parce C'est que ça? va expliquer à quelqu'un en 2018, c'est quoi un podcast? Ouais. Les gens étaient là en mode, Bonne je chance. comprends pas, tu vois, c'était vraiment compliqué. J'ai pris 2 ans avant d'avoir une première personne qui accepte de faire une entrevue. Ok. Donc, mon premier épisode est sorti en 2020. Ensuite, j'ai continué. L'idée, c'était de parler avec des femmes immigrantes qui ont immigré quelque part dans leur pays. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, je me suis rendu compte que c'était vraiment très lourd, le balado, parce que c'est vrai qu'on t'écoute, mais tu travailles bénévolement, t'as pas Il y a d'argent. Et beaucoup de comme je travail disais derrière. tout à l'heure, moi, la gestion des priorités, donc j'ai mis un peu ça de côté pendant un moment. Là, j'ai repris. Là, c'est vraiment centré sur les femmes qui ont immigré à Québec Ok. et qui racontent leur parcours de vie, parce qu'à chaque fois qu'on entend les journaux, les médias sociaux, etc., surtout à la télé, quand on entend les immigrants, c'est toujours pour parler de manière négative des immigrants. Et moi, à travers ce balado, ce que je voulais vraiment faire, c'est de montrer tout le côté positif
des femmes immigrantes. Donc, les femmes, déjà, les immigrants, on en parle très peu, mais encore les femmes immigrantes, encore moins. Donc, il y a des femmes immigrantes qui sont exceptionnelles à Québec. Il y en a qui ont créé des organismes. Il y en a d'autres qui font des choses exceptionnelles. Et en fait, elles parlent de leur parcours de vie, mais aussi de leurs connaissances. C'est ça. Mais après, je suis vraiment super contente parce que le balado, pendant 1 an, je m'en suis pas occupée. Et là, puisque j'ai repris les entrevues, j'ai vu que j'avais énormément d'écoute. Donc là, ça m'a motivée pour refaire des balados, mais à voir. Exactement. Comme elle l'a dit, si tu fais des balados et personne ne t'écoute, Ouais. c'est pas motivant. Mais le balado, ce qui fonctionne, c'est la rigueur aussi. Exactement. Puis j'ai remarqué aussi quelque chose qui peut motiver nous, les créateurs de valeur. Je préfère des créateurs de valeur que de contenu. C'est peut-être les abonnés, les commentaires. Donc, Ouais. n'hésitez pas à s'abonner. Même si vous regardez, que vous voyez que c'est intéressant pour vous, abonnez-vous pour l'avoir le plus possible dans vos fils. Ou sinon, si vous ne trouvez pas peut-être ce sujet intéressant, ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre. Donc, essayez de le partager un peu partout autour de vous. C'est certain. J'ai oublié de dire que mon balado, ça s'appelle Parole de femme. Voilà. Allez aussi checker Parole de femme. By Oumou sur Spotify, Apple Podcasts et les autres plateformes de podcast. Merci. Tu milites beaucoup pour la cause des immigrantes. Oui. Les immigrantes et tout ça. C'est quoi les challenges que tu trouves du côté des immigrantes ou bien des immigrants pour se lancer en entrepreneuriat au Canada ou au Québec? En fait, c'est pas ce que je trouve difficile, c'est que moi je pense que c'est important d'avoir des représentations partout et c'est important qu'on croie en notre projet. Donc là, ce qui est difficile, on va dire, c'est déjà d'avoir du financement. Par exemple, j'en parlais il y a pas très longtemps, je ne sais plus à qui, au niveau par exemple des personnes qui font de la restauration. Et les personnes immigrantes, ça va être 2 fois à 3 fois plus difficile pour eux d'obtenir un prêt à la banque s'ils sont immigrants qu'une autre personne. C'est toujours cette question de on fait confiance au projet et aussi des fois on veut démarrer mais on n'a pas les fonds propres. Donc il y a tout ça en fait que je trouve qui est difficile. C'est vrai que depuis George Floyd, oui, il y a eu des fonds qui sont sortis pour les personnes noires. Mais encore, oui, c'est super. Je trouve ça super que ça existe, etc. Mais après, la pérennité de certaines subventions ou de certaines aides, ça reste quand même limité. C'est vraiment très limité. Et puis, des fois, souvent, quand on travaille en entrepreneuriat, on est seul. Donc, c'est aussi de trouver les structures qui nous accompagnent. J'en parlais dans un épisode de mon podcast avec Vanina, justement, et Julie. Et Vanina, c'est une entrepreneure, une amie, qui a toqué à toutes les portes et elle explique dans le podcast qu'elle a toqué à toutes les portes. Et oui, en fait, à chaque fois, on l'a invitée. Oui, on l'a invitée pour avoir une représentation diverse de la société québécoise et non pas parce que elle avait quelque chose en plus à apporter alors qu'elle a des projets qui sont vraiment géniaux. C'est toujours, en fait, je vais pas dire que ce soit en surface là, mais je pense que c'est important pour les organismes qui aident ou les entreprises qui veulent aider d'aller plus dans le contenu et de pas dire oui, je veux aider parce que je veux aider des personnes de la diversité, mais plus d'avoir tous les moyens ou tous les outils qui existent pour pouvoir aider ces personnes-là parce que veut pas, c'est plus difficile. Ouais, vraiment, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, si on est immigrant, on a aussi d'autres réalités en tant que personne immigrante avec la charge mentale qu'on a. Et puis, parfois, on a aussi le fait d'aider notre famille à rester au pays. Donc, il y a tous ces paramètres aussi à prendre en compte avec la vie de famille, etc. Donc, quand on part en entrepreneuriat, on ne sait pas... Personnellement, moi, j'ai toujours été entrepreneur, mais j'ai toujours été salarié parce que je ne veux pas... prendre ce risque financier de partir, de ne pas être salarié et de me dire voilà, maintenant je compte que sur moi-même pour travailler. Oui, c'est vrai que l'année dernière, je pense que c'est la meilleure année que j'ai eue en termes de revenus en tant que travailleur autonome, mais c'est pas en totalisant toute l'année, c'est pas un salaire qui fait que je peux vivre de ça toute l'année en fait. C'est juste un tiers. Et puis il y a aussi le fameux mois. Moi, je suis une personne noire. En février, c'est notre mois. Hein. C'est le mois où j'ai le plus de contrats. C'est le mois où je respire pas. C'est le mois où on m'appelle. Et comme je dis à chaque fois, appelez-nous toute l'année, en fait. Moi, si on m'appelait
toute l'année comme on m'appelle en février, ben, j'aurais pas besoin de travailler aujourd'hui. Exactement, c'est quelque chose que je remarque aussi, c'est que on dirait que pendant le mois de février, tout le spot est déçu Ah sur les ouais, noirs et tout le monde, ouais. ça bouscule de partout, des événements, ça foisonne. Puis une Mm. fois le mois de février passé, Ça redescend comme ça. exact. Et puis à chaque fois, je me dis, bah, cette année, non, je ne vais pas accepter de contrat. Je veux juste être spectatrice. Mais en même temps, je me dis, ben, je passe peut-être aussi à côté des opportunités. Tu passes aussi à côté de certains cachets. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que cette année, quand même, euh, ça va quand même aussi bien parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui me font confiance, non pas juste en février, mais qui m'ont appelé en décembre. Genre, tu sais, un mois où, voilà, d'habitude, il y a plein de fêtes qui se passent et on m'a appelé en décembre. Là, on m'a appelé, on m'appelle encore pour le mois de juin, pour le mois de mai. J'ai des représentations un peu à gauche, à droite. Donc, je trouve que c'est quand même, ça va de mieux en mieux. Parce que faut dire vraiment aussi les choses que ça va de mieux en mieux. Mais c'est, si on m'appelait ce que je gagne en février, si tu multiplies par 12, Ah oui, ça serait cool. ah oui, ah oui, ah oui, ça peut te faire virer ton boss. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est quoi ton secret à travers tout ça là? Parce que tu fais beaucoup de choses en même temps. Tu avais dit Oui. ça tantôt, tu es quand même bien structuré, mais au-delà de ça, c'est quoi ta source de motivation qui fait que tu tiens à tous tes engagements en quelque sorte? En fait, mes engagements, surtout militants, moi, je me dis, ben, moi, j'ai toujours grandi, entre guillemets, en minorité, parce que je suis née, j'ai grandi en France, donc j'étais en minorité. Ici, encore, je suis en minorité. Moi, je veux pas que, parce que j'ai un enfant, je veux pas que mon enfant vive ce que moi, j'ai vécu ou ce que je continue à vivre. Ça, c'est ma source de motivation numéro un. Ok. Voilà, moi, des fois, on me donne des trucs en pleine face. Moi, j'ai pas envie que ça lui arrive, donc c'est pour ça que j'essaye de faire au mieux en faisant du militantisme, en essayant de partager des choses pour éveiller les consciences. Après, c'est vrai que c'est pas parfait, mais pour moi, c'est ma manière de me dire, ben, je veux pas que mon enfant vive ça, mais malheureusement, je vis toujours dans un monde utopique où je sais que malheureusement, mon enfant vit ou va vivre ça, surtout que ben, mon enfant, c'est un garçon. Donc là, ben, comme je le dis tout le temps, hein, là, il est tout mignon. On lui dit, oh, madame, il est trop mignon, votre enfant, tatati tatata. Et ben, peut-être que dans quelques années, ça va pas être ça. Peut-être que dans quelques années, quand il va aller dans un magasin avec ses copains qui vont peut-être lui ressembler, et ben, c'est peut-être qu'on va le suivre dans le magasin ou peut-être qu'il va se faire contrôler parce que il y a aussi le profilage racial. Il va peut-être se faire contrôler plus de fois dans une voiture parce qu'il est noir. Voilà. Donc, c'est pour ça que je milite, mais en attendant, comme je dis, j'ai même écrit un texte sur ça parce que je l'ai pas dit au début, mais je suis aussi une artiste, Écrivain, ok. slameuse, etc. J'ai écrit un texte sur ça et pour l'instant, j'essaie de profiter au maximum de ces bons moments où lui, ben, il est dans son imagination, etc. Même si, bah, depuis peu, bah, il a pris conscience qu'il était noir. Bon, quand je lui dis qu'il est noir, il me dit que non, il est pas noir, il est brun, mais ça, c'est un autre, Ouais, ça, c'est un autre débat. Mais voilà, on essaye de profiter avant que ben il ait des circonstances qui fassent que ben il vive du racisme, etc. J'espère qu'il va pas en vivre, mais bon, j'habite à Québec, donc ouais. malheureusement le profilage racial ici existe encore. Malheureusement. Mm. Mais bon, c'est pour tout ça là que tu milites, que d'autres Ouais, personnes aussi militent de façon à créer un monde meilleur pour la future génération. exact. C'est pour ça que je fais ça et puis aussi et les représentations. Pour moi, les représentations comptent et ce dans toutes les sphères de la société. Donc moi, je milite pour que les enfants, bon, toutes les personnes soient représentées partout et en priorité dans les livres et puis aussi dans les postes à responsabilité, dans les entreprises, etc. Parce qu'à chaque fois, on nous sort le même discours que les entreprises ont des comités de diversité, équité, inclusion. Et bah, c'est pour ça aussi que je fais un peu de consulting là-dessus. Parce que oui, quand tu regardes au premier niveau, il y a tout le monde. Il y a vraiment tout le monde. Tu montes d'un niveau, il y a déjà des personnes qui disparaissent. Ouais. Alors que quand tu montes de deux niveaux, alors là, il n'y a plus personne. Il y Ouais, a toujours une catégorie de personnes. Je vous laisse deviner, il reste qui. Mais je c'est sais. toujours pareil. Donc après, moi, je veux qu'on m'explique à chaque fois pourquoi, en fait, les personnes qu'on engage au premier niveau, pourquoi, en fait, ces personnes-là, elles peuvent pas se retrouver au deuxième niveau ou au Exact, troisième niveau. Pourquoi, exact. en fait, elles sont toujours
au premier niveau. Oui, on a besoin de nous, entre guillemets, on nous dit tout le temps ça. Oui, on est super, etc. On est génial, on est exceptionnel. Bah, si je suis exceptionnel, pourquoi vous ne me mettez pas au niveau 3 en fait? Pourquoi vous ne me mettez pas au niveau 2? Pourquoi est-ce que je suis toujours obligée de rester au niveau 1? Ça, Surtout quand tu le mérites. surtout quand tu le mérites. Mais c'est toujours des bâtons comme ça qu'on te met dans. Bah, c'est compliqué. Surtout à Québec, moi je le dis tout le temps. Je pose toujours cette question. Et même, bah, moi j'aime bien mon travail. Et puis dans mon travail, on se pose souvent des questions sur ça, etc. Sur les projets qu'on travaille. Et à chaque fois, je dis ça. Est-ce que aujourd'hui, vous connaissez une femme immigrante ou racisée qui travaille dans une grande entreprise et qui a un poste stratégique? Présentez-moi ces personnes, pas une personne qui a créé son entreprise, hein, une personne qui travaille à Québec. Je ne parle pas de Montréal, à Québec. Présentez-moi cette personne, je suis toujours en train de la chercher. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, ben voilà, c'est pour ça que je continue à faire ce que je fais, parce que on est loin, en fait, de certains endroits, certaines entreprises. Parce que là, oui, nous, on parle de la réalité à Québec. Tu vas à Toronto, c'est une autre réalité. Tu vas à Montréal, c'est une autre réalité. Et tu vas dans les régions, c'est encore une autre réalité. Ouais. Moi, hier, j'étais à Thetford Mines, c'est une autre réalité. On est 10 années derrière Québec. Ah ouais? Donc, ouais, on est 10 années derrière Québec. Ouais. Donc, Wow. c'est ça. Donc, si tu en Il connais, reste encore du travail, quoi. il y a énormément de travail à faire. Il y a énormément de travail à faire. Pour la petite histoire, j'ai participé à un colloque sur l'immigration. OK. Donc, le titre, c'était Enjeux et intégration des personnes immigrantes. 5 panélistes. Dans les 5 panélistes, aucune personne immigrante. Non. Donc c'est comme si, Non. alors moi je donne l'exemple parce que des fois on me dit ah ouais mais c'est pas grave. Bon, c'est comme si on mettait 5 personnes qui n'ont jamais accouché Oui. et qui parlent d'accouchement. Ou sinon voilà, moi c'est Non, l'exemple que c'est je donne. biaisé de base, là. Donc c'est ça. Donc c'est pour À ça ce que je point. dis oui, c'est vrai que les gens essayent et c'est bien qu'ils essayent, bravo d'essayer, continuez d'essayer. Mais faites-vous accompagner par des personnes qui ont des expertises dans ce domaine-là, Exact. qui peuvent vous accompagner pour que les choses soient bien faites. Parce que oui, c'est bien qu'on parle des enjeux des personnes immigrantes, mais les personnes les mieux placées pour parler des enjeux des personnes immigrantes, ce sont les personnes immigrantes et non pas les Exact. personnes qui les accueillent. Exactement. Donc, c'est pour ça que je dis, oui, il y a des endroits où c'est en arrière, mais il y a des endroits où ça avance. Donc, faut reconnaître aussi les bons coups. Bah, j'essaie de reconnaître. Moi, c'est vrai que des fois, je suis un peu plus pessimiste. Je reconnais les bons coups. Je reconnais qu'on essaye d'en parler, etc. Mais des fois, bah, c'est maladroit. Des fois, c'est mal fait. Des fois, c'est voilà. Ben parfait. En tout cas, on espère que les petits jalons qu'on est en train de poser, puis les efforts que tu mets aussi vont vraiment porter des fruits. Oui, bah, j'espère. C'est On pour ça l'espère fortement. que je fais de la consultation. J'essaye d'aider au mieux, mais parfois c'est Exactement. difficile de se faire de se faire entendre C'est ça. parce que les réalités aussi sont différentes. Et puis, je comprends aussi que ça prend du temps pour que les choses changent. On va pas arriver comme ça et bim bam boum, les choses vont changer. Exact. Ça prend du temps. Et puis après, il y a des personnes qui peuvent se poser la question, oui, mais bon, t'es pas d'ici, tu viens pas d'ici, tu veux bousculer les choses d'ici. Mais non, en fait, parce qu'en fait, ben, même si je viens pas d'ici, si je suis ici, c'est qu'il y a une raison que je sois ici. Exact. Donc, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, etc. Mhm. Si on est ici, on apporte aussi énormément de choses ici. Exactement. Donc voilà, moi c'est ce que je dis, on apporte énormément de choses ici et il y a des endroits s'il n'y avait pas de personnes immigrantes, eh ben ça serait très compliqué pour que ça fonctionne en fait. Donc moi j'aime bien les discours qu'on entend à la radio ou à la télé, c'est toujours du même côté, toujours de parler de façon négative des immigrants. Donc moi j'essaye à chaque fois de parler de façon positive des immigrants parce que ce qu'on apporte, il y a plus de positif que de négatif. Et au Québec, à Québec, tout le monde est immigrant. Les personnes qui ne sont pas immigrants, ce sont les personnes des Premières Nations, donc Exactement. les personnes autochtones. Oui. Eux, ce ne sont pas les immigrants, mais tout le reste, là, ce À sont quelque des part, immigrants. c'est On n'est ça, pas c'est un fruit. arrivé au même moment, Non. mais
on est tous des immigrants. Exact. Donc ça, c'est aussi Par important. la définition C'est même ça. de l'immigrant. Okay. Donc, il faut remettre les choses aussi un peu dans le contexte parce qu'on est tous des immigrants.